Je peux concevoir qu'Anora ait pu décevoir, que pour certains il ne mérite pas la palme, ni l'Oscar du meilleur film, qu'il devrait être condamné à patauger dans une sorte de médiocrité. Je n'ai aucun mal à comprendre que ce film ne brise aucune frontière cinématographique, ni narrative, et qu'il pâle en comparaison des films précédents de Sean Baker. Je réalise que l'on aurait voulu The Substance à sa place, enfant chéri du public. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'opinion sur le sujet, et j'ai aimé les deux films, sans hiérarchie, et je me fiche un peu des cérémonies de ce genre. 5 secondes pour Lynch dans un In Memoriam, un samouraï oublié. De toute évidence, ce spectacle ne nous est pas consacré. Mais si nous devons juger, un véritable homme en colère, alors assurons-nous de le faire au moins dans les règles. Ce film, Anora, ce petit bout de cinéma, je suis convaincu que l'appréciation qu'on en fait dépend en grande partie de la façon dont on interprète la fin. Alors oui, s'il est question de fin, il est question du film, et donc de spoil. Pas de merci pour les retardataires, vous les absents vous avez toujours tort. Si vous n'avez pas vu Anora, je vous encourage à le trouver quelque part, car cette vidéo n'a pas vocation à vous le faire découvrir. Les séquences de fin, ce sont toujours quasi essentiellement des tableaux. Il faut alors identifier les décors, les personnages, les liens qu'ils entretiennent entre eux, mais aussi comprendre qu'une certaine atmosphère s'en dégage. Dans un film aussi frénétique et animé qu'Anora, le changement de ton de cette dernière scène a forcément quelque chose à nous dire. Piégés dans une voiture, les essuie-glaces battant le rythme comme les aiguilles d'une horloge, la neige étouffe les sons, et tout annonce une mise à nu. C'est l'entrée dans l'intime, enfin le moment de calme et d'apaisement où l'on peut réfléchir à ses actes, un instant de vulnérabilité où forcément, les blessures à vif s'ouvrent et les émotions émergent. C'est à cet instant que le film se débarrasse de sa couverture de comédie et montre qu'il est véritablement un drame ou une tragédie. Il nous invite à regarder en arrière, peut-être même à nous demander si nous avions bien fait de rire de tous ces événements. Les personnages apparaissent comme ils sont, sans mise en scène. Et je pense notamment au moment controversé où Igor rend Anora captive, ce qui lui vaut son qualificatif justifié d'agresseur. Dans la salle où j'ai vu le film, les rires allaient bon train. Cela reste pourtant une scène d'agression. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut rire de tout, mais quand même, avec du recul, n'est-on pas censé s'indigner un minimum ? Dans cette voiture où l'on découvre Anora, personne ne rigolait plus. Car c'était un instant déchirant. Déchirant, oui, mais pas seulement émotionnellement. Car il déchire le rideau et montre les coulisses. Derrière les farces, la frénésie, la façade du cinéma, il y a tout un système d'abus bien réel. Et dès l'instant où le générique défile, on en revient à ce monde qui nous entoure, alors que les essuie-glaces continuent de marquer le temps qui passe. Aucune musique, plus de fioritures ou d'enjolivures. C'est la vie, la vraie vie qui reprend. On peut faire à Sean Baker beaucoup de procès, mais difficile selon moi de lui reprocher de glorifier la prostitution ou la précarité. Depuis ses précédents films, il s'est érigé en photographe empathique des travailleurs et travailleuses du sexe. Il est important d'ailleurs de rappeler cette notion de travail, car c'est aussi ce pourquoi milite Anora. Elle ne fait pas ce métier par débauche ou par envie, mais bien pour survivre. Elle aimerait d'ailleurs pouvoir être reconnue, profiter d'une couverture sociale comme tout autre travailleur. Mais elle ne le peut pas. Essentiellement, elle est victime d'un système. Et naïvement ou par désespoir, elle a pensé pouvoir prendre le dessus, et elle-même s'ériger au sommet et être sauvée de la précarité. Malheur, elle a poursuivi des chimères. Anora est conditionnée à sa classe sociale. Oui, c'est bien de cela dont il est question. Les quelques marxistes qui tomberont peut-être sur cette vidéo seront contents de l'apprendre. Le film Anora parle surtout de lutte des classes. C'est pour cette raison aussi que Igor se retrouve lui aussi dans cette séquence de fin. Ils appartiennent au même monde. De là naît le mépris de l'une envers l'autre. De villas grandioses aux boîtes de nuit huppées, en jet privé jusque dans les casinos les plus prestigieux de Las Vegas, le luxe fait partie du quotidien d'Igor et Anora, qui n'en profitent qu'en acceptant d'être exploités. Et même alors, ce ne sont que des miettes, quand ce ne sont pas plutôt carrément des abus. Et pourtant, à la fois Anora et Igor, qui se croient libres, servent les intérêts de ceux qui les exploitent. Ils représentent deux des piliers principaux de ce monde cruel dans lequel ils évoluent. Le sexe et la violence. À cheval entre deux univers, ils sont toujours ramenés à leur classe sociale. Igor vit avec sa grand-mère dans un HLM, écrasé par le système, forcé à se sacrifier pour lui procurer ses médicaments. Anora vit en colocation, dans une maison jouxtant une ligne de train. Dans leurs occupations côtoyant le soleil, revenant à leur vie,
délaissés à leurs ailes fondues. Je pense qu'Anora cherche alors avec Ivan une autre normalité. Car avec lui, à ses yeux, il n'est pas question de travail, mais de sa vie, sa nouvelle vie à elle, faite d'amour et de champagne plutôt que de sexe et d'eau tiède. Elle ne comprend pas à ce moment qu'elle a posé le talon dans un nouvel asservissement, bien que des indices pavent son chemin tout le long du film. Toutes ces désillusions à elle se font dans un décor de luxe tranchant avec ce qu'elle peut ressentir. C'est en refusant de monter dans un jet privé qu'elle s'affranchit de ses fantasmes destructeurs. La dernière scène dans la voiture représente le calme avant la tempête. Le décor n'a plus rien de luxueux, et Anora ne peut plus souffrir de dissonance cognitive. Alors elle souffre d'y avoir cru trop fort. Il semble qu'Igor ait accepté sa condition. Il se réfugie dans une posture stoïque et quasi fataliste. Il est difficile de lire à travers lui. Au cours du film, par des gestes souvent maladroits, il essaie d'aider Anora, ce qui est rendu évident dans les dernières scènes. Leur rencontre aura pourtant commencé avec une agression. Une violence minimisée par l'humour, mais une violence quand même. Si Igor ne peut véritablement être excusé, son comportement lui peut être expliqué par une chose simple. Il s'était engagé. Igor est un bras armé. La violence, il la met à exécution, mais il ne la commandite pas. Il est une arme sans conscience. Si la violence est un langage, alors il est le messager de ses employeurs, et d'un système dans lequel il s'est embourbé. Tout cela pour sauver sa grand-mère. Je crois qu'il ne réalise jamais ce qu'il a fait de mal, tant ce genre de scène fait partie de son quotidien. On peut imaginer aussi que ce ne fut pas le pire des actes dans sa vie de malfrat. En d'autres termes, Igor comme Anora ne sont pas libres de leurs actes, car d'autres, à cause de leur seule condition sociale, les décident à leur place. Ce sont des pions, dans les affaires de multimillionnaires, milliardaires et oligarques. Voilà aussi ce qui les rapproche. Il est donc aussi question d'exploitation dans certaines violences infligées. Car Igor n'a rien d'un monstre. Il est empathique, plein de compassion. Il semble vulnérable aussi, il a des qualités. Prêter une romance entre Anora et Igor aurait cependant été une erreur. Et c'est ce que Sean Baker refuse de faire, défiant les standards narratifs habituels. Voilà qu'on en vient alors au sujet principal de ma vidéo. En pensant qu'Igor à la fin du film se rachète auprès d'Anora, et que les deux vivent une sorte d'idylle, qu'il est un prince, on peut évidemment détester ce film pour ce message malsain. Heureusement, ce n'est pas le cas. Hey. Il y a tout dans la scène de fin, une histoire de malentendu. Igor donne à Anora la bague que lui avait offert Ivan, désobéissant par la même occasion à son employeur. C'est la seule façon qu'il connaît de témoigner son attachement, sa compassion pour Anora et sa situation. C'est-à-dire par une transaction. De son côté, Anora accepte la bague sans ne rien dire. Elle semble même perturbée. On peut facilement imaginer que quand Igor l'a interpellée, elle s'était attendue à une autre forme d'affection, quelque chose de moins impersonnel. Elle aussi, elle voit la bague pour ce qu'elle est, une transaction. Ils sont tous deux incapables d'y voir un symbole, contraints de ne retenir là qu'une valeur monétaire. C'est froid, comme le temps à l'extérieur. Il faut voir comment Anora ferme la porte, comme par obligation, résignation. Et dans l'imaginaire, cet habitacle, on l'associe à la prostitution. On dit bien familièrement « vers le trottoir ». C'est toujours pour monter dans une voiture. Dans Tangerine, on suivait justement entre autres un chauffeur de taxi qui faisait monter des prostituées dans sa voiture. Igor s'éclipse. Il transporte les valises à l'intérieur. Quand il revient, Anora répond à son silence par un « This car is very you. » Puis, quand Igor lui demande si ça lui plaît, elle dit « No. » cimentant ici le fait qu'elle n'est pas attirée par Igor, mais Igor réplique par It's my grandmother's. l'humanisant encore un peu plus. Si Anora ensuite l'entraîne dans une relation sexuelle, c'est bien parce qu'elle ne sait pas comment s'exprimer autrement. Elle le fait peut-être par compassion, gratitude ou simplement parce que cette bague a autant de valeur qu'une liasse de billets. Mais elle ne le fait pas par amour ni par désir. L'acte sexuel est devenu un acte banal, désacralisé, et pire encore la seule chose qui à ses yeux lui donne de la valeur. C'est aussi ce qu'a solidifié Ivan en refusant de l'aimer, en jouant avec elle comme un simple objet sexuel. Pour elle, elle n'a rien d'autre à offrir. Mais Igor, cela, il ne le comprend pas. Il s'est évidemment épris d'elle d'une façon ou d'une autre, et pas forcément d'amour. Un simple baiser suffit alors à désarçonner Anora, à la briser. Car c'est un acte intime, qui a bien plus de valeur que le sexe, et qu'elle ressent comme une agression, comme un viol. D'autant plus qu'Igor la force, tandis qu'elle résiste. C'est encore un témoignage de sa violence à lui.
Anora apparaît vulnérable pour la première fois, et elle éclate en pleurs. Ici, Igor et Anora se retrouvent enfin dans les bras l'un de l'autre. Ils ont comme un moment de pause où toute la souffrance explose, dans un retour de flamme toxique. Anora peut enfin pleurer. Non, tout ce qu'elle a vécu, ça n'est pas normal, et ça l'a brisé jusque dans son identité, dans son fonctionnement. Tout son système de valeurs est chamboulé, elle ne connaît plus la notion d'intimité. Son corps a appartenu aux autres, pendant si longtemps que je crois que son esprit aussi. Oui, Igor n'est pas parfait. À plusieurs niveaux, il est profondément mauvais. Son rapport à la violence, c'est le même que le rapport d'Anora au sexe et à l'intimité. Ce sont deux individus brisés. À mes yeux, la fin cherche à les célébrer sans maquillage. Elle dénonce par la même occasion le système qui les a mâchés puis recrachés sans sentiment, sans égard pour eux-mêmes, et nous permet d'en voir les conséquences psychiques, celles que l'on ne soupçonne pas. Igor et Anora couvrent des souffrances innommables, des traumatismes innombrables. Ils sont surtout le reflet d'une réalité bien souvent insoupçonnée. Sean Baker leur donne la possibilité d'exister, de ne plus être invisibles. Il nous rend témoins de leurs expériences et force la compassion par les réactions naturelles du spectateur, qu'il a appâté avec un film drôle, et pourtant déchirant. Voilà à quoi le film doit son succès. Mais ce n'est que mon interprétation.